Bien, ben, bonne année d'abord, puisque on est juste à la limite. Théoriquement, c'est jusqu'au 31 janvier qu'on a le droit de le dire, mais bon, c'est presque pareil. Et merci d'être si nombreux, hein, c'est super. Donc, on va commencer par du un peu de non interactif, et puis après, il y aura des interactions, puisque c'est un atelier. Hein. Alors, quelques rappels d'abord pour nous rappeler comment fonctionne le système immunitaire. Quand un antigène, donc une substance étrangère, pénètre dans l'organisme, et ici ça va être un médicament, le plus souvent il est parfaitement bien toléré. Mais dans certains cas, il peut induire la production d'anticorps qu'on appelle les IgE, qui vont venir se fixer sur des membranes cellulaires, en particulier basophiles, mastocytes et eosinophiles. Et quand le médicament va pénétrer à nouveau dans l'organisme, il va se fixer sur les IgE, elles-mêmes fixées sur ces basophiles mastocytes, qui vont être activés, libérer extrêmement rapidement de l'histamine, qui va être à l'origine des manifestations immédiates de l'allergie immédiate, et puis secondairement, ces mastocytes, ces basophiles, ces éosinophiles vont libérer des médiateurs et des cytokines qui vont parfois prolonger la réaction d'hypersensibilité immédiate. Il peut y avoir aussi d'autres réactions qui surviennent de façon très rapide, mais qui sont liées non pas à des anticorps, mais à une action directe des médicaments sur les basophiles et les mastocytes, soit une action pharmacologique, soit une action physico-chimique, et les conséquences sont les mêmes, mais ce n'est pas une hypersensibilité allergique. Autre possibilité, c'est la production d'anticorps des classes M puis G, qui vont pouvoir, lorsque le médicament va être réintroduit dans l'organisme, se combiner avec ce médicament, former des complexes immuns, soit locaux, c'est le cas des phénomènes d'Artus, par exemple, chez des patients hyperimmunisés par un vaccin, soit circulants, et ces complexes immuns circulants vont venir se localiser à plein d'endroits dans l'organisme, la peau, les articulations, le rein, etc., donnant lieu à ce qu'on appelle la maladie sérique, avec une fièvre en général modérée, des arthralgies et au minimum des arthralgies inflammatoires et invalidantes, et une éruption le plus souvent à type d'urticaire. Enfin, troisième grand type de réaction que l'on peut observer dans les hypersensibilités médicamenteuses, c'est la génération de lymphocytes T spécifiques du médicament qui a été introduit dans l'organisme. Et lorsque le médicament pénètre à nouveau dans l'organisme, ces lymphocytes T sont activés, libèrent des cytokines qui vont activer, préactiver des cellules d'endurance, des macrophages, des éosinophiles, qui à leur tour vont être activés par le médicament. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité retardée qui va survenir plusieurs jours, ou au minimum 24 heures, après la réintroduction, merci monsieur, du médicament. Alors, pourquoi parler des hypersensibilités aux médicaments anti-infectieux chez l'enfant? Ben, vous voyez, c'est parce que, déjà, en ce qui concerne les réactions d'hypersensibilité médicamenteuse, chez l'enfant, ces médicaments représentent à peu près 50 à 60% des présomptions d'hypersensibilité médicamenteuse, avec en particulier les bêta-lactamines, mais loin devant les antalgiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, et très loin avant tous les autres médicaments, quels qu'ils soient. Alors ceci est vrai, surtout en particulier dans les réactions immédiates ou quasi immédiates graves, comme les anaphylaxies. Vous voyez que les bêta-lactamines et les anti-infectieux, d'une façon plus générale, tiennent le haut du pavé, bien devant tous les autres médicaments, AINS inclus. Et ceci est également vrai pour les toxidermies potentiellement sévères, où vous voyez que ces médicaments représentent pratiquement 60% des réactions, enfin des suspicions pour ces réactions, loin devant les autres médicaments. Donc, vraiment, cet enfant est peut-être allergique. Alors, attendez, je reviens un peu en arrière, parce que comme c'est interactif, si vous voulez la réponse avant, ça ne va pas. Il se dit, il est peut-être allergique aux pénicillines, donc je vais lui donner une céphalosporine de première génération, il lui donne du céphaclore,
Et vous voyez que là aussi, il y a une réaction banale, hein, sans signe de gravité, urticaire généralisée, vers le 3e jour et qui va durer 2 ou 3 jours. Le médecin se dit, ben mince, ce petit, il est allergique à toutes les bêta-lactamines, et donc je vais passer au macrolide. Et vous voyez qu'avec les macrolides, c'est exactement la même chose, urticaire banale, et exanthème maculo-papillobénin, et il arrive à la consultation avec une lettre que dois-je faire de cet enfant qui est allergique à tous les antibiotiques. Alors, sur la base de cette histoire clinique, à votre avis, quel est le diagnostic le plus probable? Vous parlez fort, parce que vous n'avez pas de micro. S'il était vraiment infecté, c'est également. Alors, si on lui a donné des antibiotiques, c'est probablement parce qu'il était infecté. Question, est-ce que c'est allergique ou pas allergique? Bon, non, avant de parler d'allergique pas allergique, est-ce que c'est de probables hypersensibilités médicamenteuses? Pardon. Sachant qu'on lui a donné parce qu'il avait de la fièvre et probablement une infection. Je pense que la majorité disent. Bon. Donc, c'est pas évocatrice d'une hypersensibilité médicamenteuse. D'abord parce qu'il n'a pas été sensibilisé, même pas in utero, même pas pendant l'allaitement, par des antibiotiques qu'aurait pu prendre la mère. Deuxièmement, être allergique, entre guillemets, à tous les médicaments et tous les antibiotiques en l'occurrence, c'est tout à fait exceptionnel. Ça représente au maximum 2 à 2,5% des patients, et encore ils ne sont pas allergiques à tous, mais à plusieurs classes de médicaments. Et là, ce sont des réactions bénignes, hein, qui sont tout à fait compatibles avec une origine infectieuse. L'exanthème maculo-papilleux, c'est fréquent dans les viroses, les urticaires, c'est fréquent dans les viroses. Donc, partant de l'idée que probablement cet enfant n'a pas d'hypersensibilité médicamenteuse, qu'est-ce que vous allez proposer comme bilan? Est-ce que ça nécessite un bilan? Ah, ça en nécessite toujours un. Il faut, ne serait-ce que pour faire la preuve, qu'il l'est pas. Parce que sinon, les parents ne vous croient pas, le médecin ne vous croit pas. Mais quel va être le bilan que vous allez proposer? Vous allez vous jeter sur lui faire des tests partout, des piqûres, prélever son sang pour faire des examens biologiques. On va lui donner d'amoxicilline. On va faire ce qu'on appelle un test de réintroduction. D'accord? Et en effet, vous voyez, test de réintroduction à domicile pendant plusieurs jours, puisque les réactions n'ont pas été des réactions immédiates, à l'amoxicilline, à la josacine, on ne va pas le faire à tout. Hein. Là, quand on a prouvé qu'il n'était pas allergique à l'amoxicilline et à la josacine, qui sont le chef de file, d'une part des bêta-lactamines et d'autre part des macrolides, on a joué son rôle. C'est bien toléré. Donc, quel est le diagnostic? À distance de l'infection. Oui, ben là, il a 2 ans et vous voyez que ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'a pas pris de médicaments. Voilà. Ah, les tests de provocation, surtout chez les petits, il faut toujours les faire dans un contexte non infectieux, non fébrile, non inflammatoire. Donc, qu'est-ce que vous concluez? On est bien d'accord? Quand c'est pas évocateur, parce que c'est bénin, c'est pas immédiat, c'est tout un tas de médicaments, test de réintroduction d'embryon. Parce qu'on sait que même à la limite, s'il réagit, évidemment, il ne réagira pas à tous, eh bien, ça sera une réaction pas grave. Après, vous vous poserez la question, est-ce que je lui fais des tests cutanés, est-ce que ceci, ça on va le voir dans quelques instants. Question. Oui? Est-ce qu'il peut être réellement allergique à plusieurs familles de médicaments? Ben, je te l'ai dit, pas plus de 2,5%. Voilà, dans la littérature allergologique pédiatrique. C'est ça, c'est réellement exceptionnel qu'il y ait. Qu'on soit allergique à des bêta-lactamines, à des macrolides, à des quinolones, c'est infinitésimal. Hein. Alors ça, c'était un cas bénin. Voilà un cas apparemment plus grave. Cédric, ce petit qui continue à me suivre, si j'ose dire, à me poursuivre, qui est maintenant bien grand. Donc c'est un enfant que j'ai vu à l'âge de 8 ans, à ce moment-là, et quelques années plus tôt, quand il était comme ça, il avait fait
un syndrome de Stevens-Johnson après un traitement de 14 jours par Bristopen parce que le médecin traitait des surinfections de piqûres d'insectes, et comme il avait de la fièvre, il lui a prescrit à la suite de l'Oroquine, et puis en alternance ibuprofène et aspirine alternée. Avant ça, il avait pris tout un tas d'autres bêta-lactamines et d'autres antalgiques antipyrétiques à INS. Donc voilà, il m'est envoyé. Qu'est-ce que vous feriez là? Là, je crois qu'il faut vraiment demander à un allergologue, pas décider de soi-même qu'on va refaire. Hein? D'accord? Donc, il faut là un bilan. Et vous voyez que ce bilan, il comporte ce que ne peuvent faire que les allergologues qui en ont l'habitude, des tests cutanés, on reviendra dessus tout à l'heure, aux médicaments qu'il a pris, et, comme on verra, on recherche toujours une réactivité croisée possible, une allergie croisée possible entre des médicaments de même famille. Et vous voyez que les tests cutanés sont négatifs. Négatifs en immédiat, ça c'est sûr, puisque c'est une réaction retardée, mais ils sont également négatifs en semi-retardé et très retardé. Et donc, devant cette histoire chez un enfant qui fait un syndrome de Stevens-Johnson, on a là un argument pour se dire que c'est probablement pas une hypersensibilité médicamenteuse, mais qu'il faut le prouver. Surtout pour les médicaments les plus utiles, hein, comme les bêta-lactamines, et puis aussi les antalgiques antipyrétiques à INS. Et donc vous voyez que cet enfant, il a été pris à plusieurs reprises à l'hôpital, le premier jour, voire 2 jours, puis ensuite poursuivi à domicile, pour recevoir divers médicaments, bêta-lactamine et INS, qui ont été bien tolérés. Donc un syndrome de Stevens-Johnson où on élimine le diagnostic d'hypersensibilité médicamenteuse chez un enfant, ça fait penser à quoi? À une infection, un syndrome de Stevens-Johnson d'origine infectieuse. Et en effet, lors de son syndrome de Stevens-Johnson, il avait eu des sérologies qui avaient été positives pour mycoplasme et dont la positivité avait augmenté à la fin de la 3e semaine. Ça nous dit que chez l'enfant, ces toxidermies potentiellement sévères, en fait, sont souvent d'origine infectieuse. Alors vous allez me dire, puisque vous nous dites que c'est plus souvent d'origine infectieuse, pourquoi avoir fait un bilan? Parce qu'il arrive exceptionnellement qu'il y ait une origine infectieuse, mais qu'il y ait aussi une allergie médicamenteuse qui se greffe là-dessus. Et donc, comme c'est grave, de toute façon, on fait un bilan avec des tests cutanés à lecture retardée et des réintroductions après, si on a des diagnostics différentiels, que l'on avait ici, en l'occurrence, une infection par des mycoplasmes. J'ai une question. Oui. On a commencé un test cutané avec les IDF puis les patchs pour les... Les deux en même temps, mon général. Oui. Moi, je fais toujours les deux. Chez l'adulte, les allergologues spécialistes d'allergie médicamenteuse commencent par les patchs. Si les patchs sont négatifs, ils font les intradermoréactions 15 jours ou 3 semaines plus tard. Mais ça fait revenir les patients, ça fait tout un tas de déplacements. Moi, j'ai toujours tout fait en même temps. Alors, comme les patchs ont été négatifs, alors que c'est un syndrome de Stevens-Johnson, on est passé à une introduction sous surveillance. Oui. C'est parce que les patchs étaient négatifs qu'on est passé... Ah oui, s'il avait eu une intradermoréaction ou un patch positif, par exemple, pour la cloxaciline, hein, eh ben, il est clair qu'on ne lui aurait pas fait une réintroduction de la cloxaciline. Alors, quand on fait des tests prolongés, et pour quel est le délai à quelle dose et comment on attend le délai pour l'hypersensibilité retardée, puisque c'est pas immédiat. On en reparlera tout à l'heure, il n'y a pas de standardisation. Chez nous, on fait le test pour l'hypersensibilité retardée à la dose thérapeutique journalière, donc par exemple 3 fois d'amoxicilline dans la journée, en fonction du poids, vous adaptez la dose, et ceci pendant 1 ou 2 jours de plus que la durée de la réaction. Donc par exemple, s'il a réagi de J2 à J5, après le début du traitement, on va lui prescrire pendant 6 ou 7 jours. Parce que de temps en temps, les réactions surviennent
quand elles sont d'hypersensibilité, vont survenir un peu plus vite. Mais ça, pour ces réactions type Steven Johnson ou anaphylaxie, il ne faut pas faire ça comme ça au cabinet ou à la maison. Hein, il faut toujours de toute façon en plus donner une ordonnance d'urgence au cas où il y aurait une réaction. Alors dans les Steven Johnson, on a moins d'angoisse que dans les anaphylaxies parce que, imaginons que l'enfant redéclenche un syndrome de Steven Johnson, le pronostic vital, il n'est pas immédiat. Les parents ont le temps de l'emmener à l'hôpital et il a le temps d'être pris en charge. Dans une anaphylaxie, il est hors de question de faire en dehors de l'hôpital une réintroduction médicamenteuse, parce que là, il faut injecter immédiatement de l'adrénaline, passer du liquide, mettre sous oxygène, et ainsi de suite. Tout ça qui ne peut pas être fait à la maison. Donc vous voyez que on surestime souvent le diagnostic d'hypersensibilité médicamenteuse, tant dans les réactions bénignes, hein, comme on l'a vu avec le petit avant, que dans des réactions potentiellement graves, comme avec ce syndrome de Steven Johnson. Alors, pourquoi parler de ces hypersensibilités aux antibiotiques? Eh bien parce que, comme on l'a dit, c'est souvent surestimé. Et c'est coûteux. Coûteux en termes de santé des individus, puisqu'ils vont recevoir des anti-infectieux alternatifs qui sont souvent moins efficaces, qui sont plus coûteux et qui vont développer des germes multirésistants. Et d'autre part, chez ces enfants, eh bien, qui sont suspects d'être allergiques à un antibiotique, on voit que les traitements et les hospitalisations sont souvent plus longs et plus nombreux. On le voit ici, dans cette étude, où, alors je vais passer les détails hein, pour gagner un peu de temps, mais sur la gauche, pour chaque figure, c'est les enfants chez lesquels on ne suspecte pas d'hypersensibilité aux anti-infectieux, et sur la droite, c'est ceux chez lesquels on suspecte une hypersensibilité à un ou plusieurs anti-infectieux. Là, vous voyez que ceux chez lesquels on suspecte une hypersensibilité médicamenteuse reçoivent beaucoup plus d'antibiotiques alternatifs, ici les macrolides, ici les quinolones, etc., que ceux qui n'ont pas cette suspicion. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chez ces enfants chez lesquels on suspecte, sans en avoir fait la preuve, une hypersensibilité aux anti-infectieux, eh bien, vous voyez que, surligné en jaune, les durées d'hospitalisation, la fréquence des réadmissions à l'hôpital au bout de 4 semaines et au bout de 6 mois sont plus importantes que chez les enfants témoins, puisque le risque relatif au RC odd ratio, il est de 1,71 à 90, de 1,70, etc., etc. Donc si vous avez une suspicion d'allergie à un antibiotique chez l'enfant, automatiquement vous savez que statistiquement, il recevra d'abord plus souvent des traitements alternatifs, éventuellement plus dangereux, plus coûteux, moins efficaces, sélectionnant des germes multirésistants, mais qu'il aura des traitements plus longs, voire des hospitalisations plus longues et plus fréquentes. Deuxième coût, c'est un coût purement économique par rapport au coût d'un bilan allergologique. Ici, une étude américaine, probablement qu'en France, au Maroc, on n'aurait pas exactement les mêmes prix. Mais vous voyez qu'un patient qui est suspect d'être allergique à un antibiotique ou une famille d'antibiotiques coûte par an 2000 dollars, pardon, à la sécurité sociale ou au système d'assurance que ont les Américains. Sans même parler du coût social, qui est les arrêts de travail chez l'adulte, et chez l'enfant, l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au niveau des stades, des centres de loisirs, ainsi de suite, avec tout ce que ça peut perturber sur le plan apprentissage et psychologique. Donc ça coûte cher financièrement aussi, et donc il est important que chaque enfant qui est suspect d'être atteint d'une hypersensibilité à un anti-infectieux fasse l'objet d'un bilan approprié. Bilan approprié qui peut être simple, qui peut être compliqué, on va le voir dans quelques instants.
Alors, avant de partir dans le diagnostic, quelques mots sur les réactions que l'on observe chez les enfants traités par des anti-infectieux. Ben, le plus souvent, sont des réactions banales, des exanthèmes maculopapuleux ou mal étiquetés, des urticaires et ou des angioëdèmes, et les réactions potentiellement graves, comme ce qu'on appelle la pseudo-maladie sérique, l'anaphylaxie sévère et les toxidermies potentiellement sévères, sont très très rares. Ça veut donc dire que globalement, si vous voyez 100 gamins dont les parents vous disent « Ah, il est... etc. », que vous les interrogez, vous verrez que la plupart du temps, les réactions présumées liées à une hypersensibilité aux antibiotiques sont des réactions tout à fait banales, pas graves. Alors je passe sur la suite parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Donc, au moment où il faut réfléchir pour savoir si c'est évocateur d'hypersensibilité médicamenteuse ou peu, voire pas du tout évocateur, il y a un certain nombre de questions à se poser. Quel est le type de la réaction présentée, quelle est sa chronologie et quelle est sa durée? Et ça, le médecin qui vous adresse l'enfant, si c'est un généraliste qui fait référence à un pédiatre ou un médecin qui fait référence à un allergologue, aider, parce que maintenant ça se fait beaucoup, maintenant que se sont développés les smartphones avec les photos, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de renseignements. Certains qui évoquent des réactions très évocatrices d'hypersensibilité médicamenteuse, les anaphylaxies, les érythèmes polymorphes majeurs, donc disséminés un peu partout, avec des lésions en cocarde qui ne sont pas atypiques, qui sont un peu gommées, et puis les toxidermies potentiellement sévères, comme la pustulose exanthématique aiguë généralisée, la nécroépidermolyse toxique, c'était le syndrome de Lyell, mais maintenant on l'appelle nécroépidermolyse toxique pour distinguer du syndrome de Lyell, soit d'origine infectieuse, soit d'origine génétique, et puis ce grand syndrome d'hypersensibilité avec éosinophiles partout, etc., etc. Ça c'est très évocateur, ainsi que les eczémas par ingestion ou par contact, les photodermatoses, comme par exemple l'enfant qui reçoit des fluoroquinolones et qui est exposé au soleil, les érythèmes pigmentés fixes, et puis l'équivalent, mais qui est non pigmenté, et a fortiori quand c'est bulleux, comme c'est le cas ici. Ça, c'est très, très, très évocateur d'une hypersensibilité médicamenteuse. Moins évocatrices, chez l'enfant, sont les réactions à type d'urticaire, même si elle est généralisée, d'œdème. Ici, la photo d'un gosse supposé être allergique à je ne sais plus quel médicament, et en fait, il a eu une urticaire et un œdème géant d'origine infectieuse. Les exanthèmes maculopapuleux, très fréquents chez les enfants qui sont infectés par des virus, et les syndromes de Stevens-Johnson, comme on l'a vu avec le grand maintenant, Cédric, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Chez l'adulte, c'est différent. Autant les urticaires, les œdèmes peuvent être d'origine infectieuse, autant les syndromes de Stevens-Johnson et les exanthèmes maculopapuleux, a fortiori quand ils sont bulleux, sont presque toujours liés à une hypersensibilité médicamenteuse. Tandis que vous voyez, chez l'enfant, c'est pas du tout la même chose. Et puis il y a des réactions qui ne sont pas du tout évocatrices, des réactions qui évoquent une maladie virale comme des exanthèmes rubéoleux. D'ailleurs, il serait bon, mais vous le savez, il serait bon que les médecins généralistes, devant un gosse qui a des boutons, aillent regarder s'il n'a pas un énanthème et quelques trucs comme ça dans la bouche, ce qui se fait finalement pas si souvent. Les érythèmes polymorphes bénins, typiques, avec des cocardes bien individualisées, quelques-unes, quelques dizaines, en général au niveau des membres supérieurs voire inférieurs. Ça évoque beaucoup plus une étiologie infectieuse qu'une hypersensibilité médicamenteuse. Et enfin, alors ce qui est absolument pas évocateur, c'est la poussée de dermatite atopique chez un enfant qui est connu pour avoir une dermatite atopique, qui va pas trop mal, il a de la fièvre, on lui donne un antibiotique et pouf, il a une poussée géante de dermatite atopique.
Si vous ne lui aviez pas donné d'antibiotique, il aurait eu aussi ça. C'est pas l'antibiotique, c'est l'infection pour laquelle on lui donne l'antibiotique qui modifie son seuil de réactivité et qui fait qu'il fait une poussée de dermatite atopique. Et justement, en ce qui concerne le type des réactions, vous voyez que plus les réactions sont graves, et on s'y attend en fait, dans notre tête, on n'est quand même pas complètement con, plus les réactions sont graves, soit anaphylactiques, soit toxidermiques potentiellement sévères, plus le taux de positivité des bilans est important. Par contre, dans toutes ces réactions intermédiaires, exanthème maculopapuleux, éruption mal étiquetée, urticariodème, ben, c'est beaucoup moins souvent positif. Et puis la chronologie aussi, hein. Vous voyez que plus c'est immédiat, mis à part les toxidermies potentiellement sévères, mais qui représentent un pourcentage infime des enfants ayant une hypersensibilité médicamenteuse, eh bien, plus la réaction est immédiate, plus le risque d'avoir un bilan positif est important. Donc en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les enfants qui sont inquiétants en termes d'hypersensibilité médicamenteuse, c'est ceux qui font des réactions anaphylactiques, plus ou moins graves, puisqu'il y a des stades dans l'anaphylaxie, immédiates, et puis à l'opposé, ceux qui font des toxidermies potentiellement sévères de chronologie retardée. Alors donc on a vu l'examen clinique, l'anamnèse, qui vont nous permettre de typer la nature, la chronologie, la durée de la réaction. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut rechercher de plus? Revenons au premier cas dont on a parlé tout à l'heure, cet enfant allergique à tous les antibiotiques. Exactement. Rechercher la notion de sensibilisation antérieure. On ne peut pas être allergique si on n'a pas déjà été en contact, soit avec le médicament lui-même, soit avec un cousin proche. Par exemple, l'ampicilline s'il réagit à l'amoxicilline, hein, ce genre de choses. Voilà. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des sensibilisations occultes qui sont possibles. Ça peut être in utero par l'allaitement maternel, si la mère prend des antibiotiques pendant la grossesse, en particulier les 3 dernières semaines, ou pendant qu'elle allaite le gosse, puisqu'il y a un passage transplacentaire d'une part et dans le lait maternel des antibiotiques, alors à des concentrations très faibles, qui ne vont pas déclencher de symptômes, mais qui vont sensibiliser le petit, et plus tard, quand on lui donnera un médicament, qu'il n'a pourtant jamais pris, hein, eh ben, il pourra faire une réaction. Alors c'est pas très fréquent, mais ça existe. Par la consommation d'aliments contaminés par des médicaments, et en particulier des antibiotiques et des antiparasitaires. Et je me rappelle un cas qui avait été superbement décrit dans, je ne sais plus, allergie ou pédiatrique allergie en immunologie, d'un enfant qui était sensibilisé au flagylle parce qu'il avait consommé des œufs provenant d'un élevage de poules industriel où ces poules étaient régulièrement traitées par le métronidazole. Et en plus, donc il avait fait une réaction au métronidazole qu'on lui avait donné comme antiparasitaire, et en plus, quand il mangeait les œufs de ces poules, eh ben, il avait un peu d'urticaire, un peu d'œdème, etc., alors que quand il mangeait les œufs des poules de la ferme voisine, qui, elles, ne recevaient pas de métronidazole, il tolérait parfaitement les œufs. Donc vous voyez qu'on peut être sensibilisé d'une façon occulte, et puis ça peut également être par des traitements, le plus souvent, pas qu'éventuellement, mais bien souvent topiques, qui ont été oubliés, qui ne sont pas inscrits dans le carnet de santé. Si on a un tout petit peu de temps, on verra peut-être à la fin le cas de la petite dont je vous ai montré les paumes des mains avec son érythème pigmenté fixe, qui avait une hypersensibilité retardée à la rifampicine, alors qu'elle n'en avait jamais avalé. Mais à l'interrogatoire, les parents se rappelaient qu'il lui avait mis des gouttes rouges dans les yeux ou dans les oreilles, je ne me rappelle plus, pendant un certain temps, et en fait, elle s'était sensibilisée à ce moment-là. Parfois, c'est un médicament par voie orale, ça n'a rien, et le même médicament, vous le donnez par voie injectable, ça donne la langue. Oui, c'est le cas en particulier des corticoïdes. Corticoïdes injectables alors là c'est pas pour les enfants, c'est pour les vieux, hein, comme nous, qui avons mal aux articulations. Pof, on fait notre choc anaphylactique, alors qu'on prend le même corticoïde par voie orale,
l'absorption est beaucoup plus lente, le pic plasmatique n'est pas atteint à une vitesse folle, et donc on le tolère. Il y a des exceptions, des réactions d'hypersensibilité non allergique, comme c'est le cas par exemple avec la vancomycine. Vous prenez un gosse, vous l'injectez en quelques minutes la dose totale de vancomycine qu'il doit recevoir en 4 heures en perfusion, choc anaphylactique avec arrêt cardiaque, rattrapé in extremis, c'est même pas la peine de faire un bilan, vous savez que ça c'est une hypersensibilité non allergique, et que quand vous lui redonnerez de la vancomycine s'il en a besoin, vous lui perfusez sur 4 heures, normalement, et ça se passera très bien. Je pense au cas d'une petite que j'ai vue, qui avait reçu en Algérie sa vancomycine en l'espace de 3 minutes, et on lui a repassé de la vancomycine à l'hôpital, normalement, et ça s'est très bien passé. Et puis, les premiers traitements de longue durée. Le petit qui est mis sous Augmentin, au bout de 2-3 jours après la naissance, parce qu'il a une malformation urogénitale, pour prévenir une infection des voies urinaires, qui, pendant les 3 premières semaines, va très bien. À la fin de la 3e semaine, une poussée d'urticaire, la mère redonne la dose suivante de Augmentin, et pouf, il fait un choc anaphylactique. Là, il s'est sensibilisé pendant les 3 premières semaines de traitement. C'est comme si vous aviez donné une première semaine, que vous aviez arrêté, que vous aviez repris. Donc c'est pas parce que c'est le premier traitement que ça ne peut ne pas être sensibilisant. S'il est de longue durée, suffisamment long, disons, à ce moment-là, il peut être sensibilisant. Et puis, il faut penser au traitement ultérieur. Il faut regarder le carnet de santé des enfants, interroger les parents. Vous voyez des fois arriver des gosses avec « je vous envoie le petit machin ou le petit truc allergique à l'amoxicilline ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un exanthémèque une urticaire, alors qu'il avait 2 ans et demi, alors qu'il recevait de l'amoxicilline. Puis vous prenez le carnet de santé, vous apercevez qu'il a repris 2 fois depuis de Ciblor et de l'Augmentin. Eh bien, il n'est pas allergique à l'amoxicilline. Bon, mais personne n'y avait pensé. Et donc, au terme de cette enquête, nature, chronologie et durée des symptômes par rapport au début du traitement ou à la dernière prise, recherche d'une sensibilisation tout en sachant qu'on peut ne pas la trouver, et puis traitement ultérieur bien ou mal toléré, eh bien, on a souvent une bonne idée. Non, il est presque sûrement il n'est pas allergique, ou en tout cas il n'y a pas d'hypersensibilité médicamenteuse, ou au contraire, ouais, c'est quand même assez suspect d'hypersensibilité médicamenteuse, et en même temps on a une certaine idée du type d'hypersensibilité, soit immédiate ou non allergique. Alors ça va de l'urticaire simple jusqu'au choc anaphylactique, ça survient très rapidement après la prise de médicaments, et puis ça disparaît assez vite, soit sous l'influence des traitements que vous donnez, soit spontanément, parce que c'est immédiat, ça ne dure pas longtemps. Soit de l'hypersensibilité non immédiate, alors exceptionnellement liée à des IgM, des IgG quand c'est la maladie série, le plus souvent lié à des lymphocytes. Ça va d'urticaire et d'œdème qui apparaissent au bout de quelques jours et qui vont durer quelques jours, exanthémèque globuleux, toxidermie potentiellement sévère. Là, ça survient plus tardivement, rarement avant la 24e heure après la prise, et ça va durer, même si vous arrêtez le médicament, même si vous traitez, ça va durer plusieurs jours. Parfois, même pour les DRESS, plusieurs semaines. Enfin, dernier argument en faveur du caractère allergique de ces réactions, c'est le fait que le patient récidive lors de traitements successifs. Vous lui donnez l'amoxicilline, alors que vous dites c'est probablement pas allergique, vous lui redonnez 3 mois plus tard, pouf, il récidive, puis 3 mois plus tard, et il récidive. Là, vous dites quand même, il y a quelque chose. C'est probablement une hypersensibilité médicamenteuse. Surtout si les symptômes s'aggravent. Première fois, il fait une urticaire au 2e jour. La 2e fois, il va faire une urticaire, un œdème géant à 24 heures. Et la 3e fois, il fait une anaphylaxie immédiate. Là, vous êtes sûr que c'est une hypersensibilité médicamenteuse. Et puis, le raccourcissement, comme je viens de vous le dire, du délai entre la réaction initiale, la première, et puis la 2e, voire la 3e.
Question. Oui. Est-ce que vous pensez que le terrain allergique atopique a une importance? Est-ce que ça prédispose plus aux allergies ou aux hypersensibilités médicamenteuses? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Pour les antibiotiques, c'est vrai. Pour les AINS, dont on parlera demain, c'est pas tout à fait vrai. Mais bon. Alors, en général, c'est pas un facteur de risque. Non. Donc, au terme de cette réflexion, de cette histoire clinique, de toutes les données qu'ont pu vous apporter, le carnet de santé, l'interrogatoire des parents, les données que vous envoie le médecin, bien souvent, on trouve que c'est très très peu évocateur d'hypersensibilité médicamenteuse. Et dans ce cas-là, on est autorisé à faire des tests de réintroduction, des tests de provocation directs. Alors, selon une durée variable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est une anaphylaxie, vous ferez, ou en tout cas une urticaire immédiate, vous ferez votre réintroduction à l'hôpital sur une journée. Si c'est une réaction retardée, peu évocatrice, peu grave, vous ferez à la maison pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Le plus souvent, il faut bien reconnaître que quand on a pensé que ce n'était pas très évocateur, eh ben, le test de provocation est toléré et vous en concluez que l'enfant n'est pas atteint d'hypersensibilité médicamenteuse. A l'inverse, on peut avoir l'impression que c'est évocateur, plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moins, d'une hypersensibilité médicamenteuse. Et en ce cas, il faut référer à l'allergologue. Ça, vous pouvez le faire tout seul, si j'ose dire, les pédiatres. Mais, sauf pour les tests de réintroduction, pour les réactions immédiates. Mais pour le reste, eh bien, vous l'orientez vers les services d'allergo adéquats, qui vont faire des tests cutanés. Mais vous voyez que c'est tout un boulot. C'est pour ça qu'il faut essayer de limiter les indications, qui va éventuellement prescrire des examens biologiques. Et au terme de ce bilan allergologique, il y a deux possibilités. Soit les tests cutanés, voire les examens biologiques sont négatifs, et en ce moment-là, on recourt, si le médicament est jugé suffisamment utile, à un test de provocation. Et si, quelle que soit la voie qu'on ait choisie, le test de provocation est positif ou les tests cutanés et les examens biologiques éventuellement sont positifs, vous retenez le diagnostic d'hypersensibilité aux médicaments qui étaient suspectés, et à ce moment-là, il faut s'acharner à rechercher ce qu'on appelle une réactivité croisée, c'est-à-dire le risque qu'a l'enfant de réagir avec des cousins plus ou moins proches. Par exemple, il a réagi à l'amoxicilline, va-t-il tolérer la pénicilline V, l'uraciline, qui peut être utile pour la prévention d'un rhumatisme aigu un RA? Est-ce qu'il a réagi à l'ibuprofène, mais est-ce qu'il va tolérer l'aspirine ou est-ce qu'il va, ça on en parlera demain, rechercher toujours une réactivité croisée, de façon à essayer de trouver le ou les médicaments qui ont à peu près les mêmes indications, la même efficacité et qui pourraient être bien tolérés. Sachant que le risque de réactivité croisée est d'autant plus important que les réactions sont anaphylactiques, vous voyez ici, alors pratiquement 50%, alors que quand il s'agit d'autres réactions, c'est beaucoup plus faible, et que les réactions sont de chronologie immédiate. Plus c'est immédiat, plus le risque de réactivité croisée avec des cousins proches ou des frères et des sœurs est important. C'est l'allergologue. Ah ben c'est le boulot de l'allergologue. Là on est en pédiatrie générale, je ne vais pas vous donner non plus les concentrations et tout et tout. Alors je vous donne quelques indications quand même. Les tests cutanés aux médicaments, vous avez vu tout à l'heure toute la batterie qu'il y avait sur mon bureau. Bon ben c'est comme ça que ça se passe. Et pour les réactions pour lesquelles on pense qu'elles sont IG-médiées, donc les réactions de chronologie immédiate, on fait d'abord des quick tests, donc on dépose des gouttes de médicaments sur la peau et on pique avec une lancette. Et les prick tests sont le plus souvent, toujours plus souvent négatifs.
Et dans ce cas-là, on continue avec des intradermoréactions à lecture immédiate, en commençant à injecter en intradermique le médicament à une concentration très très faible, puis si c'est négatif, on passe à la concentration suivante et ainsi de suite, jusqu'à obtenir. C'est moi qui allume et qui éteins tout le temps, sans le faire exprès. C'est la régie. Est-ce que c'est mieux si les Ah ben, il ne faut pas que les gens s'endorment quand même. Vous voyez suffisamment bien là ou pas? Oui. Bon, bah alors on reste comme ça. Jusqu'à obtenir, vous voyez, après 2 ou 3 premières injections, on ne voit rien. Et puis à la 3e ou 4e, je n'arrive pas à lire trop là où je suis en biais, on voit qu'il apparaît une papule œdémateuse et un érythème périphérique, comme une urticaire. Hein. Eh bien, là, ça veut dire que votre test, il est positif. Pour les réactions d'hypersensibilité retardées, on va faire des intradermoréactions, comme dans le premier cas, sauf que ces intradermoréactions, on va les lire au bout de, comme je vous l'ai dit, 2-3 jours, 4-5 jours, 6-7 jours. Et vous voyez que chez vous avez des intradermoréactions qui sont positives en lecture retardée. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des patch tests, qui consistent à mettre le médicament dans des cupules à des concentrations qui sont plus ou moins bien déterminées, l'appliquer ensuite sur la peau du patient, et si le patch test est positif, comme c'est le cas ici, avec donc une lésion d'eczéma en réalité, hein, eh bien, votre patch test, ça vous signe une sensibilisation aux médicaments que vous testez. Alors, ces tests cutanés aux médicaments anti-infectieux, est-ce qu'ils ont une bonne valeur diagnostique et prédictif du risque de récidive s'ils sont positifs? Ben, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, parce que c'est vrai qu'en lecture immédiate, les tests cutanés à lecture immédiate ont une très bonne valeur diagnostique pour les bêta-lactamines et une assez bonne valeur diagnostique pour la rifampicine, rifamycine. Par contre, pour tous les autres anti-infectieux, eh bien, leur capacité à faire le diagnostic est beaucoup plus limitée et ces tests ne sont pas validés. Il y a de nombreuses raisons et la principale d'entre elles, c'est que beaucoup de ces médicaments sont histaminolibérateurs, sont très irritants au niveau de la peau et que donc vous même chez des patients, des individus qui tolèrent parfaitement le médicament, vous avez un pourcentage élevé de ces patients qui ont des tests cutanés positifs alors qu'en fait ils ne sont pas allergiques aux médicaments. Si par contre ils sont négatifs, ça a une bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire le test négatif vous permet d'être presque sûr que votre patient n'est pas allergique. Alors, le test positif, par contre, ne vous dit pas à coup sûr qu'il est allergique. C'est pour ça qu'on les fait, surtout quand on a des problèmes de diagnostic différentiel de plusieurs médicaments. Pour les tests à lecture retardée, il y en a qui ont une assez bonne valeur diagnostique. Là, cette fois-ci, ce n'est pas les médicaments, c'est les pathologies. Alors, très bonne valeur diagnostique, hein, enfin, très bonne, correcte, qui avoisine les 50, 75, 80% pour les eczémas, en particulier les eczémas par ingestion ou injection. Les réactions photoallergiques, mais là, il faut faire ce qu'on appelle des photopatch tests, c'est-à-dire on pose le médicament sur la peau du patient, on l'irradie avec des lampes ultraviolets à des longueurs d'onde qui sont particulières, puis on recouvre et on attend plusieurs jours pour lire le test. Et sur les érythèmes pigmentés fixes, sous réserve qu'on fasse des tests cutanés sur le site des lésions résiduelles. Si vous le faites, si l'érythème pigmenté fixe il a été sur le bras, et que, ou disons sur le dos, et que vous faites vos tests cutanés sur le bras, il y a 99% des chances pour que les tests cutanés soient négatifs, alors que si vous le faites dans le dos, là où il y a eu la lésion, il y a plus de chances pour qu'il soit positif. Pour toutes les autres réactions, les urticaires, les œdèmes, les exanthèmes maculopapuleux et les toxidermies potentiellement sévères, la valeur diagnostique est beaucoup plus faible. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais c'est une observation, c'est comme ça. Là encore... Par rapport à l'érythème pigmenté fixe, est-ce que c'est pas parce que les lymphocytes sont... Oui, si, bien sûr, mais pourquoi sont-ils là? Ils sont là, et pas il ailleurs. faut aller les chercher là où ils sont. Alors que théoriquement, en immunité, on en a partout. L'érythème pigmenté fixe, il revient toujours au même endroit.
tester l'endroit où il y a la lésion. Parce que les acteurs biomédiqués, il est impossible qu'ils se trouvent là. Le problème, c'est qu'il y a des localisations où c'est bien difficile de... Avec un peu de chance, on verra un cas tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc on voit bien que nos tests cutanés à lecture immédiate, ici pour les bêta-lactamines, ont une bonne valeur diagnostique, puisque 86% des enfants qui avaient un bilan positif l'ont eu en immédiat, en test cutané à lecture immédiate, montre seulement, je ne sais plus combien, 14 ou 15% en lecture, en test de provocation. À l'inverse, les réactions d'hypersensibilité retardées se diagnostiquent le plus souvent, soit sur l'histoire clinique, soit sur la réaction au test de provocation, et rarement, beaucoup plus rarement, pas dans le tiers des cas, pas sur la positivité des tests cutanés. Donc ça, il faut le savoir. En ce qui concerne la biologie, de quoi dispose-t-on? Pour l'allergie immédiate, des dosages d'IgE spécifiques, mais seulement pour quelques bêta-lactamines, pas toutes, quelques-unes. Voilà. En plus, ils se négativent assez rapidement, puisque en 5 à 10 ans, même si le sujet est toujours allergique, eh bien, les dosages d'IgE spécifiques diminuent et se négativent. On a aussi les tests d'activation cellulaire, qui consistent à prendre des basophiles sanguins du patient, à les mettre en présence du médicament et à voir si ces basophiles sont activés. Ça peut se... Pardon. Cette activation, elle peut être mesurée soit par le dosage de médiateurs comme l'histamine et l'leucotriène dans le surnageant de culture, soit par la mise en évidence de marqueurs d'activation sur la membrane des basophiles. Alors ils sont séduisants ces tests, bien sûr, mais ils posent des problèmes méthodologiques très importants, puisque seuls des laboratoires très bien équipés et très bien entraînés peuvent les faire très bien. Ils sont gourmands en sang, ils ont plusieurs millilitres par substance testée. Ils doivent être effectués extemporanément, c'est-à-dire qu'il faut que le test soit prêt, le patient arrive, on lui prélève son sang, on laisse décanter les hématies, ensuite on recueille le reste et on le centrifuge doucement sur ce qu'on appelle un gradient de Ficol, peu importe, qui vous sépare des cellules mononucléées sanguines, et ensuite on introduit ces cellules mononucléées sanguines dans les petits puits où on a mis le médicament. Ils sont coûteux, pas remboursés par les assurances médicales. De plus, leur valeur diagnostique varie selon les médicaments, selon le test qu'on utilise, selon le laboratoire qui les fait. Et là aussi, comme les RAST, enfin comme les dosages d'IgE spécifiques, ils se négativent relativement rapidement. Donc vraiment, ces tests biologiques, dosage d'IgE spécifique et tests d'activation des basophiles, ne doivent être demandés que exceptionnellement. Par exemple, un patient qui a de toute évidence une histoire d'anaphylaxie immédiate, sans diagnostic différentiel possible à l'amoxicilline, et qui a des tests cutanés négatifs. Si on a un laboratoire performant à côté de chez soi, on peut très bien, dans un hôpital, puisque ça se fait dans des hôpitaux en général, on peut le prescrire pour éviter éventuellement de faire un test de provocation qui est potentiellement dangereux, voire même potentiellement mortel, même si on le fait à l'hôpital sous surveillance. Mais c'est à peu près la seule indication de ces tests. Pour les tests biologiques explorant l'hypersensibilité retardée, en gros le principe il est le même, mais au lieu de prendre des basophiles des patients, on prend leurs lymphocytes, donc un test de transformation lymphocytaire, test d'activation des lymphocytes, qui peut être mesuré en fluorescence ou par le dosage des cytokines produites dans le surnageant. Mais là encore, c'est exactement les mêmes problèmes qu'avec les tests d'activation des basophiles. Seuls quelques laboratoires peuvent le faire, c'est coûteux, c'est prenant, c'est gourmand en sang, etc., etc. En l'état actuel, de toute façon, ils ne sont pas validés. Et vous voyez cette étude un petit peu vieille, qui date d'il y a une vingtaine d'années, où ont été effectués des tests d'activation lymphocytaire chez, d'une part, des sujets témoins qui toléraient parfaitement les bêta-lactamines, et d'autre part, à droite, des patients qui réagissaient aux bêta-lactamines. Alors,
c'est vrai que la spécificité est plutôt bonne, il n'y a pas plus de 8-9% des sujets témoins qui ont eu un test positif. Vous voyez que la sensibilité n'est pas terrible, puisqu'il n'y a que 60% à peu près des vrais allergiques qui ont réagi à ce test. Mais en plus, non seulement la sensibilité n'est pas parfaite, mais vous voyez qu'il y a non seulement les patients atteints d'hypersensibilité retardée qui ont réagi, mais les patients qui avaient une allergie immédiate. Donc il ne permet pas de distinguer entre allergie immédiate, allergie, hypersensibilité retardée. Alors il y a une lueur d'espoir qui est apparue depuis une dizaine d'années dans la littérature médicale et scientifique. C'est un peu l'équivalent des tests de prolifération lymphocytaire, là, dont je vous parlais, sauf que on numère, dans ces tests, on numère les lymphocytes qui vont exprimer telle ou telle cytokine. Ici, l'interféron gamma, qui est un bon témoin d'hypersensibilité retardée, mais il y en a d'autres. Et vous voyez que ce test, il est prometteur puisqu'il a une bonne sensibilité. Presque tous les patients qui avaient une hypersensibilité retardée ont eu un ELISpot positif, alors que la spécificité, c'est-à-dire la capacité à être négatif chez les sujets qui n'ont pas d'hypersensibilité retardée est bonne, puisque vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun sujet témoin et aucun patient atteint d'hypersensibilité immédiate qui a eu un ELISpot positif. Mais là encore, ce sont des tests qui sont effectués dans quelques rares centres, qui sont très prenants, très coûteux, et donc on ne peut pas les effectuer n'importe où, n'importe comment. Alors, avant de revenir au cas clinique interactif, voilà le cas d'une petite, 11 ans et demi, qui n'est pas atopique, donc on vous a dit que l'atopie, sauf dans des cas exceptionnels. Est-ce qu'on peut faire un break, s'il te plaît? Oui. Histoire d'être interactif, de faire une petite synthèse par rapport à ce qui a été dit sur la littérature, sur la manière de procéder, etc., avant de voir les cas cliniques. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions pratiques, personnelles par rapport à ces problèmes d'hypersensibilité aux anti-infectieux dans... Oui. J'ai une question à vous poser à vous, s'il vous plaît. À moi? Oui. Laquelle? En fait, ce congrès nous a parlé un petit peu de ce qu'on fait quand on ne peut pas faire de provocation grave dans les réactions sévères retardées, parce qu'on ne peut pas les faire. Dans un Dress ou dans un Steven Johnson, on ne peut pas faire de réintroduction si les tests cutanés sont négatifs. On peut. On peut. Mais pas n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Il faut qu'il y ait un diagnostic différentiel probable, des tests cutanés négatifs, que le médicament soit hyper nécessaire, ou en tout cas hyper utile. Et dans ce cas-là, on va ne pas faire le test de provocation au médicament qui est le plus imputable, et on va faire les tests de provocation aux médicaments susceptibles d'être utiles, mais qui sont moins imputables. Tout ça en milieu hospitalier, suivi pendant plusieurs jours. Alors il y a différentes méthodes. Il y a ceux qui prennent à l'hôpital une journée, donnent une dose faible, puis au bout d'une semaine, ils reprennent le patient, ils lui donnent la dose complète, puis au bout d'une semaine, s'il n'a pas encore réagi, ils lui redonnent le médicament à dose complète, et ils voient. Mais je veux dire, il y a quelques rares personnes qui font ça dans le monde. D'accord. Actuellement. Zina, tu as parlé de sensibilité retardée. Oui. Ah, spécifiquement. Oui, Oui. je parlais du Oui, retard. je parle de ça. Donc, la suite de la question, c'est dans notre pratique au Maroc, les tests biologiques dont on a parlé à la fin, est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on les envoie quelque part? Est-ce qu'on peut les faire? Rien. Alors, merci. on ne fait pas, et puis, de mon point de vue, au niveau sensibilité, c'est pas top. Il n'y a pas mieux que les tests, surtout dans les hypersensibilités immédiates. Ah oui, oui. Non, mais le problème, c'est surtout les hypersensibilités. Il n'y a pas mieux que les trick tests IDR. Les tests biologiques, RAST, amoxicilline, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais est-ce qu'on peut faire sans test, avec la clinique, avec la laboratoire? Là, on en a déjà parlé, quand c'est moins grave. Non, mais
ce sont des pédiatres qui, pour la plupart, ils n'ont pas d'expérience en allergologie. Ils sont là pour ça. Voilà. Donc, je pense que ce qui serait pratique pour eux dans leur On va voir les tests. Ah, on va voir les cas cliniques interactifs, voilà, justement. voilà. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre sans faire de bilan. Alors celui-là, il n'est pas interactif, et après, ça sera des cas interactifs. Voilà Céline, qui a donc 11 ans et demi, qui a pris des bêta-lactamines diverses et multiples, et à 9 ans et demi, elle reçoit de la pénicilline G dans les fesses, je ne sais plus pourquoi. Elle a une urticaire le soir du début du traitement ou le lendemain. Le médecin se dit quand même urticaire, pas immédiate, mais pas franchement retardée, peut-être qu'elle est allergique aux pénicillines, donc je lui donne un an plus tard une céphalosporine de 3e génération, le Cefixime, et vous voyez qu'elle a une urticaire et un angioëdème géant immédiat. Et là, le médecin se dit, ah, attention, quand même, elle a réagi déjà à la pénicilline, c'était peut-être pas une hypersensibilité médicamenteuse, mais là, elle prend du Cefixime, et elle a une, même si c'est sans signe de gravité, c'est urticaire et angioëdème géant et de chronologie immédiate survenant dans l'heure qui suit l'après-midi. Et donc, on reçoit la lettre, je ne sais pas, courant juin, un truc comme ça. On dit, bah oui, là c'est quand même un petit peu inquiétant, votre gamine, on la prend le 14 juillet, pas le 14, puisqu'en France on ne fait rien le 14 juillet, sauf les militaires qui défilent, mais on va la prendre comme ça, là, dans les 15 jours, 3 semaines. Et ben non, c'est pas possible, elle va chez sa grand-mère, passe les vacances, puis ensuite elle vient avec nous en vacances, donc on verra ça en septembre. Voilà. Donc rendez-vous préconséquent, et puis l'été, donc au mois d'août probablement, pardon, c'est pas si pratique que ça, ces trucs-là. J'aurais aimé Claude leur poser une question. Alors attends, une seconde, je finis. Elle reçoit de l'oxacilline qui lui est prescrite par un médecin pendant les vacances, et là, elle a une réaction anaphylactique immédiate. Déjà, cliniquement, est-ce que ça évoque pour vous une hypersensibilité médicamenteuse ou pas? Oui, à la défaite immédiate, c'est ça. Oui. Oui, parce que ça s'aggrave, ça devient de plus en plus rapide. Alors le diagnostic probable, là je voulais aller vite parce qu'ensuite on va en discuter d'autres. Quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi? Une hypersensibilité probable à toutes les bêta-lactamines puisqu'elle réagit aux pénicillines et aux céphalosporines. Puisque les réactions s'aggravent, deviennent de plus en plus importantes et deviennent de plus en plus rapides. Donc tout ça, ça fait vraiment allergie immédiate aux bêta-lactamines. Et donc là, c'est logique de lui faire des tests cutanés, voire des dosages, dis-je, spécifiques. Vous voyez qu'elle vient avec des dosages prescrits par son médecin qui sont négatifs. Mais vous faites vos tests cutanés, ils sont positifs à tout. De les bêta-lactamines, des pénicillines, jusqu'aux céphalosporines de 3e génération. C'est ce qu'on disait par rapport aux RAST. Oui, justement. La valeur des RAST, elle n'est pas... Non, la sensibilité des races, on va en parler dans quelques secondes, ne dépasse pas... alors, dans le meilleur des cas, il y a eu une étude avec 75%, mais chez des patients qui venaient de faire une réaction anaphylactique et dont les tests cutanés étaient positifs. Dans tous les autres cas, c'est sensibilité qui ne dépasse pas 25 à 50%. Donc cet enfant, elle a bien une hypersensibilité immédiate à toutes les bêta-lactamines, comme on avait pensé. Et comment est-ce qu'on peut commenter ça? Ben, que nos tests cutanés, c'est ce qu'on vient de dire Younes, ils ont une bonne valeur diagnostique, et que par contre, les dosages d'IgE spécifiques ont une mauvaise valeur diagnostique. Alors la particularité de cet enfant, c'est que comme elle réagit à toutes les bêta-lactamines, c'est qu'elle est sensibilisée au cycle bêta-lactame qui est commun à toutes les bêta-lactamines, alors que le plus souvent, les patients sont sensibilisés aux chaînes latérales qui sont ici. Et donc, ils peuvent être sensibilisés aux pénicillines,
aux céphalosporines de première génération, de deuxième ou de troisième, sans réagir avec les autres, parce que les chaînes latérales, au sein du même sous-groupe, si j'ose dire, sont très très semblables, mais diffèrent plus ou moins entre les sous-groupes. Alors voilà, on rentre à nouveau dans l'interactif. Loredana, 12 ans et demi, elle a reçu des bêta-lactamines diverses qui ont été bien tolérées. À 8 ans, 7 mois, elle reçoit de la céfatrizine, une céphalosporine de première génération, et elle présente un exanthème maculo-papuleux vers le 6e, 7e jour qui va durer à peu près une semaine. À 12 ans, 3 mois, pardon, elle reçoit de la moxicilline, et là, elle a un angioëdème généralisé immédiat, mais sans signe de gravité. À quoi vous pensez? Quel bilan proposeriez-vous? Hypersensibilité, c'est allergique ou pas allergique? Donc c'est allergique. Possible hypersensibilité immédiate à la moxicilline, parce que c'est immédiat. Hein. Mais pour le reste, peut-être que d'abord la réaction au céphapéros, c'est purement d'origine infectieuse. Hein. Et puis, il y a parfois des urticaires immédiates qui font la preuve qu'ils ne sont pas allergiques. Donc on a un doute. C'est plus ou moins imputable. Et donc là, c'est logique, comme c'est de l'immédiat, de faire un bilan allergologique complet. Donc, test cutané, dosage d'IgE spécifique et éventuellement, test de provocation. Voilà les résultats du bilan. Les tests cutanés à lecture immédiate sont négatifs, mais bon, après tout, elle avait réagi de façon retardée à la cifetrizine, donc on les lit à 5-8 heures, et puis à 48-72 heures. C'est tout négatif, et elle revient avec des dosages d'IgE spécifiques prescrits par le médecin généraliste, comme toujours, y compris dans les réactions d'hypersensibilité retardée, d'ailleurs, ce qui n'a donc aucun intérêt. Qu'est-ce que vous allez faire? CPO. À quoi? À distance. Exactement. Et pourquoi? Pour prouver qu'elle n'est pas allergique à la moxicilline, parce que c'est un antibiotique utile, essentiel, voilà, si vous préférez, en tout cas potentiellement utile. Hein, d'accord? Et parce que, même si nos tests cutanés ont une bonne valeur diagnostique, on sait qu'ils peuvent être pris en défaut de temps en temps. D'accord? Et parce que la réaction n'est pas grave. Oui. Oui, mais même, ce serait une anaphylaxie, on pourrait se dire qu'il y a un diagnostic différentiel auquel on n'a pas pensé et auquel il va falloir réfléchir. Si on arrive à la fin de cet atelier, vous verrez. Alors, vraiment, ça c'est une question qui est vraiment importante. Oui. Si elle avait fait l'anaphylaxie, il faudrait introduire ça à l'hôpital. Est-ce qu'on aurait fait un TPE à l'hôpital? Avec les tests cutanés négatifs à la moxicilline, oui. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Non, c'est elle a fait l'anaphylaxie. Si elle avait fait une forme. Oui, ben ça c'est un grade 1 d'anaphylaxie. Un grade 4, un choc anaphylaxie. Avec des tests cutanés négatifs, peut-être qu'on aurait demandé un test d'activation des basophiles. Mais comme on ne le fait pas à Necker, on lui aurait fait un test de provocation. Nous, on n'a pas beaucoup d'angoisse à l'hôpital. Hein. On a l'habitude des enfants qui réagissent. On a des stylos d'adrénaline que vous n'avez pas. Ça rend bien service. On a la ventilation, enfin, l'oxygénothérapie. De toute façon, si on le fait, ils ont un cathéter de sécurité avec une petite perfusion pour intervenir tout de suite. Alors, vraiment, par rapport à la... Ça, c'est pas le truc de pédiatre, hein, au cabinet. La moxicilline, anaphylaxie, très peu de chances que ce soit négatif. Alors, Claude, il vous a montré sur un tableau que plus les réactions sont graves, plus la valeur, la sensibilité du test est importante. Hein? Donc vous voyez que elle réagit. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben voilà, on va en tester d'autres. Voilà, on est d'accord? On va en tester d'autres pour rechercher une éventuelle réactivité croisée. Hein, donc un diagnostic, ce qu'on appelle de mono ou polysensibilisation, et puis essayer de voir si elle va en tolérer, qui pourrait lui être utile.
Et vous voyez que donc on lui fait un test de provocation à la pénicilline V, l'oraciline, qui est bien tolérée. Et comme elle avait eu des réactions retardées aux céphalosporines, on lui fait 2 tests de provocation à la maison, après les avoir commencés à l'hôpital, qui sont parfaitement bien tolérés. Donc cet enfant, il a une sensibilisation aux aminopénicillines. Par précaution, on évitera aussi les aminocéphalosporines. Mais par contre, elle peut tolérer tout le reste. Donc elle a quand même un certain choix, si j'ose dire, de traitement. Question. Maintenant, elle fait urticaire et angioedème. Est-ce que cette réaction peut s'aggraver? Ah, si on continue le TPO, oui. Ou la prise du médicament? Non, mais là, quand on fait des tests de provocation orale pour des réactions immédiates, on ne donne pas la dose complète, hein. On donne le centième de la dose ou le dixième. On attend de voir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure si ça réagit ou pas. Si ça n'a pas réagi, on redonne un peu plus, etc. Jusque, si c'est bien toléré, avoir pu donner, en l'espace de 2-3 heures, la dose quotidienne thérapeutique. La contre-indication est absolue. Même si la réaction peut paraître maintenant un peu sans gravité, mais elle peut s'aggraver par la suite. Donc, contre-indication absolue. Et vous voyez, cet enfant, en fait, elle a une réactivité croisée parce qu'elle réagit à la chaîne latérale dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui n'est pas la même pour les aminopénicillines et pour les autres pénicillines, et qui n'est pas la même pour les pénicillines, les E2G et les C3G. Et qu'est-ce qui illustre ce cas? Que nos tests cutanés à lecture immédiate, ben c'est vrai que globalement ils ont une assez bonne valeur diagnostique, mais ils peuvent être pris en défaut, hein, en particulier quand les réactions ne sont pas trop graves. Ça confirme la mauvaise valeur diagnostique des tests cutanés in vitro, et ça nous illustre bien le fait que le risque de réactivité croisée entre bêta-lactamine est plus faible quand les réactions sont moins graves que quand elles sont anaphylactiques graves. Matisse, là on rentre dans l'hypersensibilité retardée. Matisse, c'est un petit qui a une drépanocytose, et je l'ai vu, il avait l'âge de 3 ans. Il avait bien toléré alors la pénicilline V, qui est son traitement de base, des traitements par amoxicilline avec ou sans acide clavulanique, du cefpodoxime et du céfotaxime. Et il reçoit du céfotaxime pour une ostéomyélite, et au bout de 3 semaines, il présente un DRESS typique, donc l'œdème plus ou moins induré, les adénopathies, la fièvre, la splénomégalie, etc., etc. Enfin, il ne va pas bien du tout. Hein. Et donc, il m'a été adressé. Il faut attendre, alors dans les toxidermies potentiellement sévères, il ne faut pas, sauf si on ne peut pas faire autrement, se précipiter sur les gens. Il faut attendre que les lésions cutanées aient guéri, hein, pour avoir une peau saine, et d'une part, et ne pas être trop près de l'épisode, parce qu'on pourrait le relancer. Hein, alors, qu'est-ce que vous proposez comme bilan? Patch et IDR, exactement. Des patchs et des intradermoréactions, non seulement au claforant, mais aussi à d'autres, pour voir s'il n'y a pas de réactivité croisée. Parce qu'ils ne sont pas tous allergologues. Zéna, elle sait pourquoi elle a demandé un patch. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle a demandé un patch IDR? Alors, dans les histoires d'hypersensibilité, la première chose à se poser, est-ce que vous êtes dans l'immédiat ou dans le retard? Dans l'hypersensibilité immédiate, c'est prick test et IDR, parce que les molécules se... Mais dans les hypersensibilités retardées, c'est toujours patch et IDR. Avec une lecture à au moins J2, J3, pas avant. Et là, bon, on l'avait vu tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, les tests cutanés. Et là, nous sommes, la clinique, c'est important, nous sommes dans un DRESS, dans une toxidermie. On est dans les hypersensibilités retardées.
Le DRES, c'est la toxidermie la plus vache, hein, parce qu'il peut y avoir une éteinte hépatique. D'ailleurs, la plupart des gens qui meurent de DRES, ils meurent de cytolyse hépatique. Hein. Alors voilà, vous voyez, les tests sont faits, et les prics et les intradermaux, et les patch tests. Il avait réagi au céfotaxime, vous voyez que c'est positif au céfotaxime, déjà à J2, J3, mais aussi ça reste positif pendant relativement longtemps. Et la recherche de réactivité croisée montre qu'il réagit également avec les autres céphalosporines troisième génération, ce qui ne nous étonne pas beaucoup, mais aussi avec le céfuroxime, qui est une céphalosporine de deuxième génération. Par contre, tout ce qui est pénicilline et céphalosporine de première génération, c'est parfait. Donc, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent, dans ce qui est retardé, il n'y a pas beaucoup de types de réactivité croisée. J'ai refait le bilan 2 mois plus tard pour vérifier qu'il n'y avait pas des faux positifs. Il n'y avait donc pas de faux positifs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de plus chez ce petit? Maintenant, il vous reste à prouver qu'il va tolérer des médicaments, des bêta-lactamines susceptibles d'être utiles. Alors? TPO. TPO à quoi? La moxicilline. Ben voilà. Et puis la pénicilline, quand même, qui avait été évincée, hein, au cas où. Et vous voyez que tout ça est parfaitement bien toléré. Donc le diagnostic, hein, ben, c'est un DRES au céfotaxime avec une réactivité croisée avec les autres C3G et les C2G. Mais par contre, vous pouvez donner des pénicillines et des céphalosporines de première génération. Bon, les commentaires en bas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ces tests, ils ont une bonne spécificité, ils sont négatifs chez les témoins, mais leur sensibilité est relativement faible. Et moi j'ai eu la chance de tomber sur cet enfant, si j'ose dire, hein, qui a eu des tests cutanés vraiment positifs, alors qu'il y avait une chance sur 2 pour qu'il soit négatif. Et là, de toute façon, on ne lui aurait pas redonné du claforant. Mais on aurait peut-être essayé de voir s'il tolérait le céfuroxime. Et il aurait fait un DRES. La maman n'aurait sûrement pas été contente. Vous avez fait les tests 2 mois, à 2 reprises? Oui, parce que les premiers tests, moi j'ai été étonné qu'il interagisse avec les C2G. Parce que dans les toxidermies potentiellement sévères, enfin dans les réactions d'hypersensibilité retardée, d'une façon générale, c'est vrai qu'il y a moins de réactivité croisée que dans les anaphylaxies. Donc je m'attendais un peu à ce qu'ils réagissent aussi à la rocéphine, par exemple, hein, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent au céfuroxime. Bon, on arrête dans 5 minutes, paraît-il. Alors on va aller un tout petit peu plus vite, puisqu'on va conclure. En pratique, qu'est-ce qu'on doit faire quand il s'agit d'une réaction anaphylactique et ou immédiate, donc potentiellement grave? On contre-indique tous les médicaments de la même famille ou classe pour les bêta-lactamines. Par exemple, il a réagi à la moxicilline. Je contre-indique les pénicillines et les C1G. Par contre, j'autorise les C2G et les C3G, la réactivité croisée, sauf le cas de la petite dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est absolument exceptionnel. Et là, il est absolument nécessaire d'effectuer un bilan qui va comporter des tests cutanés, voire des examens biologiques, voire aussi éventuellement des tests de provocation orale à l'hôpital. Chez les patients, chez les enfants chez lesquels on suspecte une hypersensibilité non immédiate, donc retardée, si c'est bénin, que ce soit des urticaires, des exanthèmes maculopatuleux, etc., ben, on contre-indique temporairement au moins le médicament suspect et ses cousins proches, et en fait, on fait un test de provocation directe sur plusieurs jours. Combien de jours, ça dépend de la chronologie et de la durée de la réaction. Pour les toxidermies potentiellement sévères, il faut penser à une étiologie infectieuse.
Ça, évidemment, vous, quand vous voyez le patient 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, vous n'y pouvez rien si ça n'a pas été fait. Mais au moment de la réaction, il faut, comme ça a été fait pour le dicédrique de tout à l'heure, penser que ça peut être des mycoplasmes, que si c'est une microépidermose toxique, ça peut être le staphylocoque, voire beaucoup plus rarement le streptocoque. Et à ce moment-là, si on n'a pas de résultat, si ça n'a pas été effectué, etc., il faut faire un bilan allergologique avec donc des patch tests, éventuellement des interventions-réactions, et partir du principe qu'on ne fera pas de réintroduction, sauf un tout petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a plusieurs médicaments qui ont été donnés en même temps, il y en a un qui a une forte imputabilité, celui-là on ne le redonnera pas, mais dans des services hyper spécialisés, sous une surveillance, etc., on essaiera de donner les autres pour voir si le patient les tolère. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, hein, dans l'attente du bilan allergologique, si le patient a réagi à une pénicilline, on peut lui donner des C2G, des C3G. S'il a réagi à une C1G, on supprimera les pénicillines et les C2G, il aura droit aux C3G, etc., etc. Pour les autres médicaments, il y a une réactivité croisée très importante dans la même famille qui fait qu'on doit toutes les contre-indiquer. Un patient qui réagit à une fluoroquinolone donnée, eh ben, en attendant le bilan, on contre-indique toutes les quinolones. Et on lui donne d'autres médicaments. Pour prévenir les récidives, d'abord ça va être l'éviction du ou des médicaments pour lesquels on a fait la preuve que le patient est allergique, éviction jusqu'à la mort théoriquement, même si certains disent on guérit de son allergie médicamenteuse. C'est vrai, on guérit, puisqu'au bout d'un certain temps, on devient sénile, on a perdu la mémoire immunitaire. Mais on n'est pas si sénile que ça, parce que si on vous redonne le médicament, vous relancez la sensibilisation, et donc le risque de redévelopper lors de traitements ultérieurs des réactions. Dans des cas particuliers, en particulier dans les allergies immédiates, à l'hôpital, on peut faire ce qu'on appelle des inductions de tolérance. Les Anglais appellent ça, enfin les Américains, des desensitization, donc désensibilisation. Nous en France, en francophonie, c'est les inductions de tolérance. Pour les réactions qui résultent d'une hypersensibilité non allergique, ça va être le cas, on en parlera demain avec les AINS, c'est aussi le cas par exemple avec les quinolones, la vancomycine. Si on peut se passer du médicament en cause, on s'en passera. On peut, si les réactions ne sont pas trop graves, s'aider avec des antihistaminiques ou des antileucotriennes, et puis penser, pour les médicaments injectables en tout cas, à la vitesse de perfusion et la dose que l'on administre, puisque bien souvent il suffit de ralentir, de diminuer la dose perfusée et d'augmenter la durée de la perfusion pour que tout se passe bien. Alors, on va s'arrêter là, ce qui nous amènera à demain, le fameux piège dont je vous ai parlé, à savoir le diagnostic différentiel possible. Mathieu, 10 ans, qui, jusqu'à l'âge de 9 ans et 5 mois, a bien toléré les bêta-lactamines, les macrolides, l'aspirine et d'autres AINS, et à l'âge de 9 ans, 5 mois, sa mère, enfin le médecin lui prescrit de la josacine, je ne sais plus pour quelle raison, et elle se rappelle plus si elle lui a aussi donné de l'aspirine, parce qu'il avait de la fièvre. Et il a eu une urticaire immédiate avec un œdème laryngé. Donc ça, c'est plus grave. Hein. C'est potentiellement fatal. Depuis, il tolère les bêta-lactamines, ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que même s'il a réagi à la josacine, hein, et le paracétamol. Que faire? Il a une anaphylaxie grave. Grade 3. Éviction de quoi? Éviction des macrolides? Non, il n'y a pas de Et Est-ce qu'il peut y avoir autre chose que l'antibiotique? bon, on ne sait pas. Hein. Donc, il a réagi à la josacine, à la josamicine. Les allergies aux macrolides, les vraies allergies, c'est rarissime. En plus, c'est le plus souvent des hypersensibilités retardées. Il faut voir quand même s'il réagit à la josacine, parce que s'il réagit à la josacine, il faudra se poser le problème, est-ce qu'il réagit à la subtiramycine,
à la clarithromycine, ainsi de suite, qui sont des médicaments qui peuvent être utiles hein, avec ces mycobactéries atypiques et tout qui passent dans les ventilations, les climatisations. Maintenant, il faut y penser à ça. Hein. Dans le temps, on n'y pensait pas, maintenant on y pense. Donc on va lui faire un test de provocation à la josacine. Parce que les tests cutanés à lecture immédiate au macrolide, on l'a vu tout à l'heure, ils ne sont pas faisables, ils n'ont pas d'intérêt, et même, bien souvent, on ne peut pas les effectuer. C'est bien toléré. Ah, alors comme c'est bien toléré, eh bien, on se dit, mais peut-être qu'il avait pris de l'aspirine. Et donc, on lui fait un test de provocation à l'aspirine, parce que vous verrez que demain, que pour les AINS, les tests cutanés, enfin moi j'aime bien les faire et je trouve que dans certains cas ils sont intéressants, mais pas toujours. Et donc, le plus souvent, la plupart des équipes vont au test de provocation. Et il réagit par une urticaire immédiate. Que faire? Bon, on sait donc que c'est pas les macrolides, que c'est du côté des AINS. Eh bien, on verra ça demain, mais je vous le dis tout de suite, le problème c'est s'il réagit à un AINS, est-ce qu'il réagit aussi à d'autres ou pas? Voilà. Et il ne réagit pas à l'ibuprofène, donc c'est très bien, ce petit, s'il a de la fièvre, s'il a une entorse qui lui fait mal, eh bien, on lui donnera du paracétamol, et si ça ne suffit pas, on lui donnera de l'ibuprofène. Dans mon expérience, c'est à peu près 2% de diagnostic différentiel avec les hypersensibilités aux bêta-lactames, aux antibiotiques. Donc c'est pas fréquent, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà. Donc, donc pour finir, la prévention, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est ce qu'on disait en France. Je l'ai vu marqué en bas, hein, tout à l'heure, en montant, avec les résultats d'une étude, je vous passe les détails, où ils se sont posé la question de savoir pourquoi des enfants chez lesquels ça avait échoué avaient reçu des antibiotiques. Et vous voyez qu'au total, ils se sont aperçus qu'il y avait à peu près 75, enfin les 3/4 des prescriptions qui étaient soit inutiles, soit inadaptées. Alors, vous regarderez à droite, parce que peut-être qu'on vous donnera le fichier PDF correspondant, et vous allez voir par exemple qu'il y en a qui ont reçu, alors qu'ils avaient une rupture de rate, un antibiotique, peut-être parce qu'ils avaient la gorge un peu rouge. Enfin, il y a tout un tas de diagnostics comme ça qu'on a fait à l'hôpital qui ne correspondaient pas du tout au diagnostic pour lequel avaient été prescrits les antibiotiques. Et les raisons pour lesquelles ces antibiotiques avaient été prescrits à tort, évoquées par les médecins qui ont été interrogés secondairement, c'est eh ben, on n'avait pas d'examen complémentaire disponible, donc on n'avait pas d'examen complémentaire disponible, donc on n'a pas fait de streptotest, on n'a pas fait de bandette urinaire, et puis on est parti de l'idée que c'était peut-être une origine streptotoxique, alors que 9 fois sur 10 c'est une origine virale chez les enfants, ou c'était une infection urinaire, alors que c'était peut-être une banale cystite de petite fille non infectieuse. Disait aussi, ben, on ne peut pas réévaluer à 2 jours, 3 jours, les parents ne viennent pas nous voir, ou nous, on n'a pas le temps de les voir. Terrain fragilisé, alors ça, j'aime bien cette excuse des médecins. L'enfant a un terrain fragilisé, parce qu'il est diabétique. Moi, je suis diabétique, ben, c'est vrai que je suis plus fragile, mais je ne sais pas pour ça qu'on prescrit plus d'antibiotiques qu'à quelqu'un qui n'a pas de diabète. Hein. Alors, les enfants cancéreux, qui sont plus ou moins immunodéprimés, on peut dire, d'accord. Ils ont des infections fréquentes. Alors, parlez-moi de petits de moins de 2-3 ans qui n'ont pas d'infection fréquente à partir du moment où ils vont à la crèche ou à la maternelle. Hein. Donc, ils sont fragiles. Et donc, il faut leur donner des antibiotiques. Et puis, en plus, vous vous rendez compte, les parents qui nous demandent de leur donner des antibiotiques. Voilà, donc les antibiotiques, il faut y penser, c'est pas automatique. Hein. Voilà. Celui-là, c'est exactement la même chose, présenté sous une forme différente. Et voilà, donc puisque le chef a dit qu'il fallait s'arrêter. Bon, si vous voulez qu'on se parle, on se parle